Alors bonjour, bienvenue à ce midi-conférence sur l'impôt foncier au Québec. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas organisé de midi-conférence. Nous sommes bien contents de renouer avec cette tradition. Bien heureux de le faire dans un contexte estival. Alors, pour le bon déroulement, on vous demanderait de fermer vos caméras et micros. Je vous présente Clément Carbonnier, qui a été professeur invité à la chaire en fiscalité et en finances publiques durant l'année 2020. Il est maintenant de retour chez lui en France. Alors, on lui souhaite en ce 14 juillet un bon anniversaire de la France. Mais avant de lui passer la parole, je ferai une mise en contexte qui va mettre un peu la table. Donc, par la suite, Clément Carbonnier va prendre la parole. Et à la fin, on aura du temps pour faire une période d'échange ou de questions. Période qui pourra se faire en posant directement vos questions en levant votre main dans Teams ou bien en écrivant dans le bloc de discussion vos questions que je pourrais poser moi-même à Clément. Alors, comme mise en contexte, lorsqu'on parle d'impôt foncier, c'est peut-être important de bien comprendre l'importance de l'impôt foncier. Donc, ce qu'on constate, premièrement, c'est dans l'ensemble des recettes fiscales qui sont prélevées au Québec. Pour l'année 2019, on parle de 179 milliards de dollars. Il y en avait près de 16 milliards qui étaient au titre de l'impôt foncier. Ce qu'on remarque aussi, c'est que cet impôt foncier-là est pratiquement ou exclusivement prélevé par les municipalités. Puis lorsqu'on regarde parmi les recettes fiscales prélevées par les municipalités, on s'aperçoit que c'est pratiquement uniquement de l'impôt foncier. Donc, l'impôt foncier est important pour les municipalités au Québec. Lorsqu'on regarde l'impôt foncier parmi les revenus totaux perçus par les municipalités, en excluant les transferts des autres administrations publiques, on s'aperçoit que ça représente, donc l'impôt foncier représente à peu près 70 des revenus des municipalités. Autre élément, lorsqu'on regarde le poids de l'impôt foncier, qu'on le regarde en pourcentage de notre économie, donc le PIB, on s'aperçoit que dans l'ensemble canadien, le Québec est la troisième province à utiliser le plus l'impôt foncier, qui est devancé par le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, mais on a au-dessus de la moyenne canadienne avec 3,2 de notre économie qui retourne dans les coffres de l'État en impôt foncier. Si on regarde parmi une comparaison internationale, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun pays de l'OCDE qui a un poids de l'impôt foncier supérieur à 3,1 Donc, le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, s'ils étaient classés parmi les pays de l'OCDE, c'est là que ce serait le poids de l'impôt foncier le plus important. On remarque dans le graphique aussi les pays anglo-saxons en rouge qui ont tendance à fortement utiliser l'impôt foncier. Mais encore une fois, le Québec est dans la limite, est au-dessus de cette limite supérieure-là. On remarque aussi la France, qui n'est pas un pays anglo-saxon, évidemment, qui utilise pas mal l'impôt foncier. Et c'est ça. Puis après ça, on s'aperçoit que la moyenne de l'OCDE est quand même assez modeste en termes de poids de l'impôt foncier. Un autre élément qui doit rentrer dans notre réflexion lorsqu'on va parler d'impôt foncier puis qui paie l'impôt foncier au Québec, il faut intégrer le crédit d'impôt pour la solidarité. Donc, au Québec, il existe depuis une dizaine d'années un crédit d'impôt pour la solidarité. Essentiellement, ce crédit-là a deux composantes. Il y a la composante taxe de vente, qui cherche à compenser la régressivité des taxes de vente. Et il y a la composante logement, qui cherche à prendre en compte le coût de s'héberger au Québec. Et pour ceux qui ont une bonne mémoire, qui ont fait des rapports d'impôt dans le passé, il faut garder en tête que quand le crédit d'impôt solidarité est arrivé en place, la composante logement, elle est venue remplacer ce qui existait auparavant, qui s'appelait le remboursement d'impôt foncier, qu'on avait lorsqu'on produisait sa déclaration d'impôt sur le revenu en regard des impôts fonciers qu'on payait comme propriétaire ou comme locataire même, la portion qui était attribuée par le propriétaire. Le crédit, donc, de solidarité fonctionne étant remboursable. Donc, quand on additionne les deux composantes, on peut avoir jusqu'à 1 500 $, presque 1 600 $ pour un couple.
Et passé 35 000 ou près de 36 000, on commence à perdre progressivement ce crédit-là et on le perd au rythme de 6 et on arrive à ne plus avoir droit au crédit lorsque le revenu familial net excède 62 000 Donc, on voit que ça s'adresse à bon nombre de citoyens et que la composante logement est quand même significative. Maintenant, avant de céder la parole à Clément, peut-être se rappeler un peu ou rappeler les objectifs qui sont attendus par notre midi-conférence. D'abord, cerner si l'impôt foncier est régressif. Des fois, on a l'a priori que oui, mais là, on va valider si ça l'est ou non, régressif l'impôt foncier. Dans la mesure où l'impôt foncier est régressif, quelle est la contribution du crédit solidarité pour réduire cette régressivité-là? Au passage, on va rappeler les avantages d'utiliser l'impôt foncier pour les municipalités. Et enfin, dans un contexte où l'impôt foncier serait régressif, on va essayer de prendre un peu de perspective et dire, est-ce qu'on doit tenir compte de la régressivité d'un mode d'imposition ou plutôt tenir compte du système global d'imposition et de transfert lorsqu'on porte un jugement sur la progressivité et la régressivité? Alors sur ce, je vous souhaite bonne conférence. Et Clément, je te cède la parole, à toi de jouer. Merci. Je voulais d'abord vous remercier tous d'être là aussi nombreux, et puis la chaire en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke de m'avoir accueilli un an. C'est vrai que les 8 premiers mois ont été beaucoup plus agréables que les 4 derniers, mais c'est évidemment pas la faute de la chaire. Et c'était assez mondial. Et puis, ça m'a permis effectivement de, notamment, entre autres, de faire ce travail-là que je vais essayer de vous présenter. Alors, pour commencer, je voudrais peut-être revenir, avant de rentrer peut-être un peu dans le détail, sur des débats qui peut-être, alors peut-être c'est des questions que vous vous posez ou pas, mais en tout cas c'est des débats qui se posent beaucoup dans la littérature, c'est mais est-ce que ça a un sens? Est-ce que ce serait ne serait-ce qu'intéressant de se poser la question de la progressivité ou de la régressivité de la taxe foncière? Alors, ça peut paraître bête pour certains, mais ce qu'il faut voir, c'est que notamment dans la littérature théorique en économie, peu moins dans la littérature empirique, mais dans la littérature théorique en économie, c'est un vrai débat qui existe, et il existe finalement 2 grandes interprétations, 2 grandes manières de voir la taxe foncière pour le financement des municipalités. Ce qui, alors, je vais le traduire à peu près, les débats se font en anglais, hein, donc c'est le Benefit Tax View, qu'on pourrait traduire par finalement paiement pour service sous forme de taxe, mais c'est l'idée que ce n'est pas vraiment une taxe, que c'est en fait un paiement pour service. Et puis il y a la Capital Tax View, donc là c'est vraiment, on a une imposition du patrimoine. Et ce qui se passe, c'est que pour les tenants de l'approche du paiement pour service, finalement, on n'a pas à se poser la question de la progressivité ou de la régressivité, parce qu'en fait, pour simplifier, on a un paiement qui est sous forme d'une taxe, mais l'idée, c'est qu'en fait, c'est un paiement pour un service municipal. Et j'ai envie de dire, le modèle central, qui date un peu, hein, vous voyez, c'est un modèle qui date de 1956, mais qui est encore très, très présent, c'est cette idée que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a finalement, c'est un peu comme si on avait un marché de municipalités et que les ménages allaient choisir de se localiser dans une municipalité plutôt que dans une autre, en fonction de plein de choses, mais en fonction notamment des services locaux proposés par cette municipalité et des taxes. Et donc l'idée qu'il y a derrière ce modèle-là, c'est qu'en fait, on n'est pas soumis à une taxe, à un réel prélèvement obligatoire, mais on achète, en se localisant et en payant sa taxe, on achète un service fourni par la municipalité, et que si finalement on ne veut pas de ce service et donc on n'est pas prêt à payer pour ce service à travers la taxe, eh bien on n'a qu'à aller dans une municipalité qui n'offre pas ce service et qui du coup prélèvera moins de taxes. Hein. Et donc il y a vraiment cette idée-là que finalement c'est une taxe, mais c'est vraiment un choix de consommation. Est-ce que je veux consommer tel service municipal? Est-ce que je veux consommer tel autre service municipal? Et je choisis ma municipalité en fonction. Et du coup, je paye en fonction de mon choix. Et donc, c'est juste un choix de consommation. Ce n'est pas une taxe. Et donc, après, si ce n'est pas une taxe, on n'a pas à regarder comment elle est distribuée, qui contribue plus que d'autres, puisqu'on ne regarde pas qui contribue plus que d'autres à l'achat de téléphones cellulaires ou autres.
Ça, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas une question en tout cas, d'égalité, d'équité, etc. Alors, avant de présenter la deuxième taxe, évidemment, ce travail-là, à partir du moment où on regarde la progressivité, c'est qu'on n'est pas dans cette perspective-là. Alors, il y a plusieurs raisons pour le voir. D'abord, c'est quand même une vision qui date un peu d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que c'est une vision qui prévalait aussi pour l'ensemble des finances publiques pour la majeure partie du 19e siècle. Et puis, on en est sorti. On en est sorti et pour, alors peut-être qu'on y reviendra, mais en tout cas, pour ce qui est du financement des finances publiques plus général, on a tendance à considérer qu'on a des biens publics qui doivent être financés par des impôts et que la manière dont on prélève ces impôts a une importance en termes d'équité, en termes… voilà. Et donc, on regarde la progressivité. Alors, pourquoi on devrait étendre aussi cette perspective, à mon sens, au financement des collectivités locales? Il y a plusieurs arguments, mais je crois qu'un est à trouver dans un cahier de recherche un peu plus ancien qu'on avait fait l'année dernière sur justement quelles sont ces dépenses publiques locales. On a vu que les dépenses publiques locales au Québec sont principalement financées par de la taxe foncière. C'est quoi ces dépenses-là? En fait, c'est pas tant que ça des choix. Il y a beaucoup de choses qui sont des choix contraints, d'une certaine manière. Alors d'abord, on peut se poser la question de la réelle mobilité. Est-ce qu'on choisit réellement sa municipalité en fonction du panier de services différents dans les différentes municipalités? Bon, dans ce cahier, on avait vu qu'il y avait quand même une grande homogénéité des types de services et des niveaux de dépenses pour ces services. C'est-à-dire que le niveau de dépenses municipales par habitant, il est assez proche dans l'ensemble des municipalités du Québec. Alors, il y a des différences et on s'attachait à comprendre ces différences, mais essentiellement, c'était quand même des dépenses qui étaient très proches. Et puis, quand on allait dans le détail, on s'apercevait, c'est quoi? C'est principalement ces dépenses. C'est pas tant que ça de l'achat qu'on pourrait concevoir. Typiquement, sur le prélèvement des ordures, on peut dire ça, c'est vraiment un service privé, mais qu'on organise au niveau de la municipalité, parce que c'est plus efficace de le faire au niveau de la municipalité, mais en fait, c'est vraiment un service marchand. Il y a typiquement une grande part des budgets municipaux, c'est la voirie, c'est le déneigement, c'est la sécurité publique. Et ces choses-là, ça a vraiment les caractéristiques de ce qu'on appelle un bien public en économie, c'est-à-dire qu'on produit finalement le service et une fois qu'on l'a produit une fois, il bénéficie à tous. Et une fois qu'on a déneigé la route, on n'a pas à la déneiger 2 fois s'il y a 2 personnes, on n'a pas à la déneiger 3 fois s'il y a 3 personnes. Donc, il y a vraiment cette idée que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de mettre en commun et donc c'est cette idée de service public. Et donc, on peut se dire, voilà, on va produire ce service une fois pour l'ensemble des habitants et derrière, on a à se poser la question, comment on finance ce service public et du coup, quelle est la progressivité de la taxe qui finance ce service public. Donc ça, je dirais, c'est pour cette raison que en tout cas, dans ce cahier de recherche, on considère la taxe foncière vraiment comme un impôt pour financer des services publics et pas simplement comme un paiement pour service. Alors, l'autre point, et effectivement, Luc a dit la taxe foncière est connue pour être régressive. Ce qu'il faut voir, c'est dans la littérature, ce n'est pas si clair que ça, et notamment dans la littérature théorique. Et là, je vous ai cité un article relativement récent de Hotz et Fischel, qui sont des spécialistes des finances publiques locales. Et qui disent, alors si vous regardez d'abord la deuxième partie de la phrase, on voit ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'idée de paiement pour service. Under the benefit view, the local component of the property tax is not really a tax, but a fee for service. Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on considère bien ça comme une taxe, ils disent, c'est une taxe sur le capital, sur le patrimoine immobilier. Or, on sait que le patrimoine immobilier est quelque chose qui est très inégalement réparti et qui est beaucoup plus détenu par les riches que par les pauvres. Et donc, mécaniquement, la taxe, elle devrait être progressive. Or, ça va à l'encontre de ce qu'a dit finalement Luc au début, et qui dit on sait que la taxe, on pense que la taxe est régressive. Et là, ils nous disent la taxe, si c'est une taxe sur le capital, elle doit être progressive. Alors, une des raisons, et on va le détailler maintenant, on va rentrer vraiment dans les résultats pour vous le montrer. Mais le point, c'est que attention, oui, le capital est très inégalement réparti et donc une taxe sur le capital, en général, c'est très, très progressif. Mais là, on est sur un capital très, très particulier. On est sur pas capital immobilier. En fait, le capital immobilier, c'est principalement… Il y a du capital industriel, il y a du capital
y a de l'immobilier pour industriel et commercial, il y a de l'immobilier locatif, mais en fait, la majeure partie, c'est de la résidence principale. Et donc, c'est un patrimoine qui est très particulier aussi, parce que, par exemple, si on regarde ici, le taux de propriétaires parmi les ménages, alors, je vais profiter de ce graphique pour vous, parce qu'on va avoir un peu toujours la même chose. Hein. J'ai réparti ici la population du Québec en 10 parties égales, donc il y a autant d'individus dans chacune de ces parties, et là, c'est les 10% D1, c'est les 10% les plus pauvres. D2, c'est les 10% les plus pauvres parmi le restant de la population, etc. etc. Et puis D10, c'est les 10% les plus riches. D9, les 10% les plus riches parmi les ménages autres que le D10. Alors, le point, c'est qu'est-ce qu'on appelle riche ou pas riche, hein, c'est en fonction du revenu ajusté, c'est-à-dire que pour pouvoir évidemment comparer le niveau de vie de deux ménages de composition différente, puisqu'évidemment, là, on va s'intéresser à des choses au niveau du ménage, puisqu'on s'intéresse au logement, on va ajuster le revenu par rapport à la composition du ménage. D'accord ? Je reviendrai un peu plus en détail tout de suite après. Mais ce qu'on remarque ici, c'est que, évidemment, plus on monte dans le niveau de vie des ménages québécois, plus on a un fort taux de propriétaires et un taux de locataires plus faible. Mais ce qu'on remarque, c'est même tout en bas, même parmi les 10% de ménages les plus pauvres, on a quand même quasiment un tiers de ménages propriétaires. Hein, et donc, finalement, on a bien ce patrimoine logement qui est très particulier parce que du patrimoine détenu de manière non négligeable par les 10% les plus pauvres de la population, il n'y en a pas d'autres que le logement. Et on voit qu'en zone rurale, c'est même très très fort puisqu'on a les 2/3 de la population, même tout en bas de la distribution des revenus. Et on voit que ça monte très vite. C'est-à-dire, dès qu'on arrive, on est quand même dans la moitié inférieure de richesse de la population, et on a atteint plus de la moitié de la population qui est propriétaire. Donc, on a un capital qui est très, très particulier, et en plus, on a le fait que quand on s'enrichit d'une certaine manière, on va augmenter fortement son capital, mais du coup, plus on va le diversifier, on va aller plutôt sur des capitaux mobiliers, sur des actions, sur des obligations. Et donc, en fait, le logement lui-même va évidemment augmenter avec le revenu. Plus les ménages sont riches, plus ils ont en général une belle maison, mais la valeur de cette maison augmente moins vite que le revenu des ménages. Et donc, quand on rapporte la valeur de cette maison au revenu des ménages, on a une valeur qui en fait baisse avec le revenu. Une valeur relative. C'est-à-dire la valeur de la maison en proportion du revenu baisse avec le revenu. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier, et c'est ça qui en fait va générer la régressivité de la taxe foncière. Donc, contrairement à finalement cette vision un peu abstraite, la réalité, c'est qu'il peut y avoir effectivement, alors on va voir qu'il y a des phénomènes qui peuvent le compenser, et notamment le phénomène qui peut le compenser, c'est le fait que malgré tout, il y a moins de propriétaires chez les ménages les plus pauvres que chez les ménages les plus riches, et ça compense un peu cet aspect régressif dont j'ai parlé avant, mais il y a quand même cet aspect régressif, et donc l'idée, c'est de voir comment ces différents aspects vont se compenser l'un l'autre pour voir le résultat final. Et puis, évidemment, comme l'a dit Luc, c'est bien qu'il ait détaillé, comme ça, je vais pouvoir présenter les résultats sans revenir en détail sur le crédit de solidarité, mais il y a cette spécificité, et là, pour le coup, je crois qu'on ne trouve ça qu'au Québec, de ce crédit d'impôt qui a explicitement pour but de compenser la régressivité de la taxe foncière. Alors, je vais vous présenter maintenant les résultats. Alors, j'ai peut-être passé un peu de temps au début, mais en fait, finalement, une fois qu'on a bien posé les choses, ça va aller plus vite. Je vais vous parler vraiment, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais juste pour vous donner l'information de la base de données que j'utilise. Et puis ensuite, on va regarder en 3 temps. On va regarder, dans un dernier temps, on regardera la composante logement. On va regarder d'abord, parce qu'il y a un problème, malgré tout, supplémentaire dont je n'ai pas encore parlé, c'est comment on considère les locataires. C'est-à-dire, est-ce que les locataires sont exonérés de taxes foncières parce qu'ils ne la paient pas, j'ai envie de dire, ils ne la paient pas formellement, ou est-ce qu'en fait, ils la payent à travers leur loyer, c'est-à-dire que leur loyer est augmenté de la taxe foncière et que s'ils habitent dans une ville où la taxe foncière est plus élevée, en fait, ils auront un loyer plus élevé. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est une question, théoriquement, on pourrait y répondre.
OK, mais encore une fois, la théorie et la pratique, c'est des fois un peu différent. Et empiriquement, on a du mal à être sûr. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en deux étapes. Une première étape où je suppose que les locataires sont exonérés. Donc, les locataires, on fait comme si les locataires, en fait, ne payaient pas du tout la taxe foncière. Et puis, dans un deuxième temps, on va regarder ce qui se passerait pour ces locataires en séparant. Alors, on ne peut pas leur imputer une taxe foncière fictive, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les séparer et je vais faire l'hypothèse que pour les locataires, en les regardant juste entre eux, leur taxe foncière, elle va être quelque part proportionnelle au loyer, hein, puisque dans les faits, la taxe foncière est assise sur l'estimation de la valeur locative des logements. Et donc, voilà, il y a ces deux parties. Et puis, la quatrième partie, on finira en regardant justement l'effet de cette composante logement du crédit d'impôt de solidarité. Alors, la base de données, c'est une base de données qui est produite par Statistique Canada pour être représentative des ménages canadiens, mais on va s'intéresser spécifiquement à la partie sur le Québec, qui est donc un échantillon synthétique de ménages représentatifs avec des données qui sont microfondées, c'est-à-dire qui vont être recherchées à partir soit directement des fichiers administratifs, soit d'enquêtes qui permettent de compléter les trous par rapport au manque dans les fichiers administratifs. Et puis, ce qu'on va utiliser, c'est principalement, donc je vous ai dit, le revenu disponible. Alors, je vais regarder le revenu après transfert et taxes et transferts pour avoir cette idée. Hein, on a vu tout à l'heure le D1, D2, D3, D4, D5, pour classer finalement ces ménages en fonction du revenu après impôts et transferts, donc vraiment le revenu dont ils peuvent jouir, in fine, et regarder, ben voilà, est-ce que quelqu'un qui, in fine, a un revenu plus élevé, paye plus ou moins de taxes en proportion de son revenu. Et puis, pour pouvoir comparer des ménages différents, on va ajuster, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un revenu ajusté alors pas par le nombre de personnes dans le logement, parce que dans le foyer, parce qu'évidemment, il y a des économies d'échelle. Hein. Si on se met en couple, généralement, on n'a pas à avoir une maison 2 fois plus grande, on n'a pas à acheter 2 frigos, on n'a pas à acheter 2 abonnements à Internet, etc., etc. Donc, on a des économies d'échelle. Et donc, généralement, pour avoir le même, finalement, niveau de vie, un couple a besoin de moins que le double d'un célibataire. Hein, et ça, en général, c'est traité par ce qu'on appelle les unités de consommation. Donc, généralement, on compte 1 pour le premier adulte, et puis 1,5 pour chaque adulte de plus de 14 ans supplémentaire dans le foyer, et 0,3 pour chaque enfant de moins de 14 ans dans le foyer. Voilà, c'est la méthode, je dirais, standard pour prendre en compte et pour ajuster ces ménages. Voilà, et puis, on regarde évidemment le montant de taxe foncière. On regarde si le ménage est locataire ou propriétaire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les parties 2 et 3. Et puis, évidemment, on va regarder en détail la composante logement du crédit d'impôt de solidarité. Alors, le premier résultat, la manière de le présenter, donc encore une fois, on a les ménages. Alors, pour pouvoir faire des tests statistiques et être sûr que les différences sont réellement significatives et ne sont pas liées, on est obligé un peu de le présenter sous cette forme-là. L'idée, ce qu'on a ici, donc là, c'est le montant. Hein, donc, c'est pas, on ne mesure pas encore la progressivité. On va regarder le montant de taxes foncières comparé aux 10% les plus riches. Donc, on prend les 10% les plus riches comme référence et on regarde le montant relatif de taxes foncières payées par les autres. Et ce qu'on voit, et ce n'est pas très étonnant, c'est que plus on est riche, plus on paye un montant élevé de taxes foncières. D'accord ? En gros, les 10% les plus pauvres, alors en moyenne, en considérant ce qu'on a dit ici, que les ménages locataires payaient 0. Hein, c'était l'hypothèse qu'on a fait dans cette partie 2. Payent 1 100 $ par an de moins que les 10% les plus riches. Le D2 paye 900 $ par an de moins que les 10% les plus riches, etc., etc. Mais évidemment, quand on regarde la progressivité d'un impôt, généralement, on ne la regarde pas en montant, on la regarde en taux. Hein, ce qui vous intéresse, l'impôt sur le revenu est dit progressif parce que si vous êtes plus riche, vous allez payer un taux d'impôt plus élevé. D'accord ? Évidemment, le montant sera d'autant plus élevé, mais c'est que le montant n'est pas proportionnel. Disons que la neutralité par rapport à progressivité, régressivité, c'est la proportionnalité. D'accord ? Et quand un ménage plus riche paye une plus grande proportion de son revenu, c'est là qu'on dit que l'impôt est progressif. Si un ménage plus riche paye une plus faible proportion de son revenu, alors on dit que la taxe est régressive. Donc, pour regarder ça, il ne faut pas regarder le montant, il faut faire le même schéma, mais en proportion du revenu. Et donc là, ce n'est pas le montant de taxe foncière comparé aux 10% les plus riches, c'est
le montant, disons la proportion de son revenu qu'on paye, de son revenu disponible qu'on paye en taxe foncière, comparé aux 10% les plus riches. Et là, on voit que ça a totalement inversé la courbe, avec les ménages du D1 qui payent 2% de plus de leurs revenus en taxe foncière que les 10% les plus aisés. Et puis, on voit que ça décroît au fur et à mesure. Et donc, on a bien affaire, sous cette hypothèse-là où les locataires sont exonérés, à une taxe qui est régressive. D'accord, qui est régressive de manière, bon, pas énorme, on n'est pas sur des 10%, 20% d'écart, mais on a quand même 2%. Ici, encore au milieu de la distribution, on est à plus de 1% de son revenu d'écart par rapport au D10. Ce n'est pas quelque chose de totalement négligeable, sans être… Alors, peut-être que je dois accélérer, juste peut-être pour voir les différences par rapport à d'autres choses que le revenu. On s'aperçoit quoi? On s'aperçoit ici qu'on a les personnes âgées payent en général plus, parce qu'en fait, ils sont souvent plus propriétaires de leur logement, et puis qui se retrouvent finalement avec à la retraite une baisse de revenus, mais ils gardent la valeur de leur logement, et donc souvent, c'est des logements qui sont un peu plus… qui ont une valeur relative à leur revenu qui est plus élevée. Et donc ça, on le retrouve ici avec les ménages âgés qui ont des niveaux de paiement qui sont plus élevés. D'accord. Et puis, on retrouve aussi, quand on compare finalement la taille des aires urbaines, on retrouve juste les ménages ruraux qui payent relativement plus, mais ça, c'est lié très fortement, on va le voir juste après, à l'hypothèse qu'on a prise, qui est que les locataires sont exonérés. Et en fait, il y a beaucoup plus de locataires ici qui sont exonérés et beaucoup moins de locataires ici. Et donc, évidemment, ça remonte le point. Ce n'est pas négligeable, mais ça ne veut pas dire que les ménages propriétaires ruraux payent une plus grande partie de leurs revenus que les ménages propriétaires non ruraux. Ça veut juste dire que les ménages propriétaires ruraux sont plus propriétaires et donc payent plus souvent de la taxe foncière que les ménages non ruraux. Alors, on va le voir tout de suite en séparant justement les propriétaires et les locataires. Et donc, si on regarde ici juste les propriétaires, alors on voit évidemment que l'effet régressif est très augmenté, parce que souvenez-vous, on avait du 2% d'écart par rapport au D10 en fonction de son revenu, on est monté à 9% d'écart. Et la différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, il n'y a qu'un tiers, souvenez-vous, il n'y a qu'un tiers de propriétaires ici. Donc là, on n'a que les propriétaires. Et en fait, les propriétaires qui sont plus rares parmi les ménages plus pauvres, eux payent une énorme partie de leurs revenus en taxe foncière, mais simplement, quand on moyennise avec les locataires qui, dans l'hypothèse qu'on avait prise, étaient considérés comme exonérés, ben, ça faisait baisser fortement. Donc là, évidemment, quand on regarde que les propriétaires, c'est très élevé. Quand on regarde les locataires, alors on ne peut pas regarder directement la taxe foncière, on peut regarder le loyer, donc, et on peut regarder quel est le loyer en fonction du revenu. Et on s'aperçoit encore une fois que le loyer en fonction du revenu, hein, il est très décroissant avec le revenu lui-même, avec les ménages les plus pauvres qui payent, les ménages locataires les plus pauvres qui payent un loyer qui correspond à 24 points de revenus, de leurs revenus supplémentaires comparé aux 10% des ménages les plus riches locataires. Et évidemment, ce qu'on retrouve ici, c'est que l'effet, en tout cas sur la taxe foncière des propriétaires, on n'a plus d'effet, hein, on n'a plus de différence pour le niveau rural. Et en revanche, on a un loyer qui est très fortement décroissant, qui est très fortement croissant avec la taille de l'agglomération, hein, des loyers qui sont plus faibles en proportion des revenus pour les petites villes et les zones rurales que pour les grandes villes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cet effet-là pour les locataires, on ne l'a pas pour les propriétaires. Et en fait, le principe, c'est que derrière, le taux municipal, finalement, compense cette différence de valeur locative parce que, justement, on l'a dit avant, bah, les besoins de financement sont quasiment les mêmes, voire des fois un peu plus importants dans les petites villes. Et donc, il faut prélever la même chose. L'assiette fiscale est un peu plus faible parce que les loyers sont plus faibles, mais on compense avec le taux. Et puis, je vais finir avec la composante logement, parce qu'effectivement, on a vu qu'il y avait un fort effet régressif, hein, surtout quand on se focalise uniquement sur les propriétaires. Alors, la composante logement, alors je vais le refaire encore dans le séparé propriétaire et locataire, mais en fait, le barème qui était indiqué par Luc tout à l'heure est valable à la fois pour les
locataires et pour les propriétaires. D'ailleurs, ce qui peut faire qu'on peut discuter, est-ce que c'est réellement un remboursement de taxe foncière ou est-ce que finalement c'est une allocation logement qu'on intègre à l'impôt sur le revenu et qui effectivement augmente la progressivité de l'impôt sur le revenu et donc compense la régressivité d'un autre impôt. Toujours est-il que, de toute façon, la progressivité, la régressivité, il faut la mesurer sur l'ensemble du système de taxes et transferts. Et donc, effectivement, regarder comment deux parties qui surtout regardent la même chose, le logement en l'occurrence, peuvent se compenser l'une l'autre en matière de progressivité et de régressivité, c'est très intéressant. Et ce qu'on voit ici, alors là, cette fois, on a aussi quelque chose de décroissant, mais quelque chose de décroissant, ça veut dire que c'est très progressif, parce que là, c'est une allocation, c'est un crédit. D'accord ? Donc là, maintenant, ça veut dire que les ménages, les ménages les moins aisés perçoivent une beaucoup plus grande proportion de leurs revenus en crédit d'impôt que les ménages les plus aisés. Puis on voit que ça s'arrête. Alors qu'il y a un reliquat sur des choses un peu haut par rapport à ce qu'a dit Luc tout à l'heure, et que ça s'éteint très loin, et puis il y a des histoires de composition familiale qui peuvent faire, mais c'est négligeable en fait, au-delà du D6, donc c'est vraiment, mais c'est un peu plus de la moitié finalement qui peut en percevoir un tout petit peu, à la fin c'est très peu, et puis les revenus sont plus élevés, donc forcément en proportion du revenu c'est très faible, et donc on a quelque chose quand même qui est très progressif ici, où on a une redistribution très forte vers le bas de l'échelle des revenus. C'est vrai pour les propriétaires, c'est vrai pour les locataires, avec à peu près les mêmes montants, parce que le barème est le même. Donc là, ce n'est pas étonnant. Et puis, on va peut-être passer à la dernière, c'est comment ça modifie finalement cette régressivité de la taxe. Donc là, je vais reprendre, peut-être, on va prendre le cadran gauche ici de ce tableau. Vous avez encore une fois la population séparée des moins aisés, des 1 aux plus aisés, avec autant d'individus dans chacun de ces déciles. Et puis, on a le taux de taxe foncière, c'est-à-dire la taxe foncière rapportée aux revenus en comparaison du taux de taxe foncière des 10% les plus aisés, qui sont la référence ici. Et donc là, on retrouve le graphique qu'on avait, 9%, 6% de plus, 4% de plus que le D10, etc., etc. Et puis, comment impacte le crédit d'impôt? On a vu que le crédit d'impôt, il était beaucoup plus fort ici, il était de l'ordre de 3,6%. Et donc 3,6%, ça fait que ça ramène le niveau de taxe foncière nette du crédit d'impôt. Une fois qu'on a retiré le crédit d'impôt à la taxe foncière, il reste quand même 5,4% de plus que le D10. Ici, 4,3%, 3% de plus. Donc, on voit que la régressivité est quand même très sensiblement baissée. C'est-à-dire que si vous regardez la différence relative aux ménages les plus élevés, vous avez une baisse de 39% pour le D1, de 29% pour le D2, de 25%. Donc, c'est assez important. Donc, il y a un aspect progressif du crédit d'impôt qui est important. Malgré tout, la taxe foncière nette de ce crédit d'impôt, c'est-à-dire le restant, reste assez fortement régressif. Donc, effectivement, le crédit d'impôt a un fort effet compensatoire, mais qui reste un effet partiel d'une certaine manière par rapport à l'ensemble de la régressivité de la taxe foncière au Québec. Et je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas trop dépassé et que je vous laisserai du temps pour les questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Clément, pour ta présentation. C'était parfait en termes de temps. Tu n'as pas débordé. C'est excellent. On est maintenant rendu à la période de questions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions directement sur l'aspect régressif de l'imposition foncière. Si oui, vous pouvez soit en haut du Teams, là, lever votre main et on pourra séquencer les questions. Vous pouvez aussi la boîte de dialogue, là, des questions que vous auriez que moi je pourrais poser directement à Clément. Ne vous gênez pas. Si vous levez votre main, moi, je pourrais vous attribuer la parole. Vous pourriez poser directement également votre question là, en ouvrant votre caméra et votre micro. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Clément? Je n'en vois pas pour l'instant. Ne vous gênez pas. Moi, j'en ai une. Sinon, Clément, peut-être pour lancer le bal un peu, là. On a vu l'importance du crédit solidarité, mais on a vu que malgré tout, l'impôt foncier restait régressif. J'ai une crainte quand même, moi, que les gens partent et disent donc il faut abolir l'impôt foncier puisqu'il est régressif.
Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus en termes d'avantages de l'impôt foncier ou en termes de perspective plus globale qu'on doit prendre le système dans son ensemble? Oui, alors c'est ce que j'ai dit. Je pense vraiment que il faut, quand on mesure la progressivité ou la régressivité de l'impôt, il ne faut pas s'arrêter là. Ce qui compte, évidemment, alors en tout cas dans la perspective, et que j'ai dit avant, c'est-à-dire que si on inclut d'ailleurs les dépenses locales dans l'ensemble des dépenses publiques et qu'on dit, bah voilà, on a un ensemble de dépenses publiques, comment on les finance? On va les financer par de l'impôt sur le revenu, par de la TVQ, par de la TPS, par etc., par de la taxe foncière. Et donc, ce qui compte, c'est comment quelle est la répartition de la charge publique, hein, c'est vraiment ça la question, entre les différents ménages. Est-ce que cette charge publique est juste ou pas juste? Alors ça dépend évidemment des conceptions de justice qui peuvent différer entre ménages, entre personnes, entre électeurs, mais ça dépend évidemment de la progressivité de chacun. Maintenant, pour pouvoir comprendre cette contribution globale, il faut pouvoir avoir la progressivité, la régressivité de chacun. Donc, à mon sens, c'est juste une pierre, un point important, et se dire que finalement, on doit retenir la taxe foncière est régressive, et donc, elle a un aspect régressif sur l'ensemble du système de financement public. Si on veut finalement, si on veut aller à l'encontre de ça, ce n'est pas forcément en arrêtant la taxe foncière, ça peut être en augmentant la progressivité par ailleurs, et c'est par exemple le principe du crédit d'impôt de solidarité. Donc typiquement, là, c'est un exemple où on compense par ailleurs. Après, il y a justement, alors après, on peut se poser la question, oui, mais est-ce que c'est utile d'être régressif d'un côté pour compenser de l'autre? Le point et une des raisons pour laquelle tu l'as montré dans ton graphique. Alors certes, le Québec et les pays anglo-saxons sont très en haut sur les finances publiques locales. La France suit parce que, mais il y a quand même on voit que c'est quand même assez important pour tous les pays, et il y a une raison, c'est que on souhaite, pour un financement de collectivités locales, typiquement de municipalités, avoir un impôt qu'on est capable de localiser très précisément. Et donc, de ce côté-là, la taxe foncière, elle a cet avantage-là, qu'on sait exactement où est basée une propriété foncière, et donc on peut attribuer les revenus à une municipalité donnée. Et puis, il y a un autre aspect qui est un peu plus économique, qui est de dire que finalement, il y a moins d'optimisation possible. Hein, on peut difficilement déplacer sa maison aux Bahamas. Et donc, c'est un impôt qui a quand même une forme d'efficacité de ce point de vue-là. Et donc, pour ces deux raisons, on aime bien quand même garder la taxe foncière. Et c'est pour ça que le Québec n'est pas seul. Les pays anglo-saxons, plus que d'autres, mais quand même assez important pour tous les autres pays, on garde la taxe foncière. Et donc, je pense que c'est plus l'idée de savoir qu'elle a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Et donc, les inconvénients, il faut potentiellement les compenser par ailleurs. Parfait, merci Clément. Alors, merci encore Clément pour cette extension de ce midi-conférence. Et on remercie tout le monde là, de vous être inscrits, d'avoir posé vos questions. C'est vraiment intéressant. Nous allons continuer dans cette. Vous nous avez motivés. Nous allons donc continuer à explorer la possibilité d'augmenter notre offre de midi-conférence dans les prochains mois. Alors, sur ce, je dirais que ça se termine ainsi. Puis je vous dirais bon été à tout le monde. Et Clément, bonne fête de la France. Merci. Bon été à tous. Allez, au revoir. Au revoir.